3 tonnes d'or et une fissure silencieuse s'ouvre au Mali. Alors que les marchés annonçaient un choc imminent, les premiers chiffres révèlent un décalage entre l'alarmisme extérieur et la stabilité intérieure, renversant la lecture dominante. Que doit en conclure le public quand la doctrine d'Ibrahim Traoré semble franchir les frontières économiques du Sahel? À Laguna, l'administrateur provisoire et les audits successifs mettent à nu des clauses héritées, imposent la vérification ligne par ligne et transforment une décision technique en protocole régional sans rupture brutale des flux, tonne par tonne. Ce récit promet une chose, suivre le moment où une comptabilité devient stratégie. Le public y gagne, lire les chiffres avant les récits. Derrière l'affaire des 3 tonnes d'or, l'enjeu n'est pas la mine seule, mais la façon dont la valeur est produite, déclarée et contrôlée quand les administrations cessent d'être des arbitres lointains. Dans le Sahel, chaque audit, chaque renégociation, chaque suspension peut fonctionner comme un levier, non comme une panique. Le fil conducteur est simple, l'écart entre prévisions importées et résultats observés. Quand des volumes se maintiennent, quand les salaires se continuent, quand les raffineries locales absorbent plus de logistique, les modèles extérieurs perdent de leur autorité. C'est là que l'ombre d'Ibrahim Traoré apparaît, non comme slogan, mais comme méthode. Vérifier, ligne par ligne, imposer des certifications préalables, produire des données nationales, plutôt que reprendre celles des opérateurs. Mais jusqu'où cette cohérence peut-elle s'étendre sans provoquer une rupture régionale plus large? La réponse commence par un détail encore sous-estimé. La souveraineté se mesure, puis elle se négocie. 67 tonnes d'or produites au Mali en 2025. Le signal contredit l'idée d'un effondrement annoncé. Et, selon les observations rapportées, la production affiche une hausse d'environ 12% sur 2 ans, au lieu de la chute redoutée. Ce décalage n'est pas un simple bruit statistique. Il sert de clé de lecture. Quand les chiffres tiennent, la narration extérieure vacille. L'affaire des 3 tonnes d'or récupérées devient alors autre chose qu'un épisode spectaculaire. Elle révèle une transition comptable capable de modifier l'équilibre entre marchés internationaux et souveraineté locale en moins d'un cycle fiscal. C'est ici que se referme la question laissée en suspens au début. La doctrine d'Ibrahim Traoré n'agit pas d'abord par proclamation, mais par méthode, et cette méthode se reconnaît à la place donnée à la preuve. Le mouvement se comprend en chaîne. D'abord, des audits successifs font apparaître des clauses héritées de structures anciennes. Exemption fiscale disproportionnée, sous-déclaration régulière, mécanisme opaque de transfert de prix. Ensuite, chaque correction transforme l'État. D'arbitre distant, il devient acteur économique affirmé, produisant ses propres données au lieu de dépendre des rapports d'opérateurs. Enfin, cette production de données redessine les comportements du marché parce qu'elle rend la souveraineté mesurable, donc négociable. Un second élément éclaire la dynamique, l'imposition d'un administrateur provisoire à Laguna. Le geste paraît technique, pourtant il change le centre de gravité. Les contrôles cessent d'être une formalité. Ils deviennent une vérification ligne par ligne, avec des certifications préalables et une discipline documentaire qui rappelle ce qui a été expérimenté à Ouagadougou sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Un micro-détail dit tout. Quand l'écart entre déclaration et contrôle se réduit, la marge de manœuvre se déplace vers l'administration. Ce cadre explique pourquoi les discours alarmistes perdent en pertinence face à la stabilité des flux. La région ne cherche pas la rupture. Elle teste un modèle où les règles locales prévalent avant la négociation extérieure et où l'accumulation de deltas observables finit par imposer une cohérence. Pour saisir ce basculement, il faut suivre ceux qui l'ont vécu avant qu'ils ne deviennent visibles. Un inspecteur minier malien, longtemps cantonné à des vérifications routinières, décrit un changement progressif, mais décisif. Son travail, autrefois limité à la conformité formelle, s'est transformé en enquête méthodique où chaque ligne de déclaration compte. L'arrivée d'un administrateur provisoire à Laguna a redéfini ses marges d'action. Les opérateurs, habitués à une surveillance distante,
se sont trouvés face à des contrôles capables d'exposer des écarts structurels. Ce n'est pas l'intensité qui frappe, mais la constance. Un second récit vient d'un directeur de petite entreprise de maintenance industrielle. Avant la réorganisation, ces contrats restaient périphériques. Lorsque certains prestataires étrangers se sont retirés, des demandes directes ont émergé. Les délais, la traçabilité et la qualité sont devenus des critères centraux, non négociables. Cette visibilité nouvelle s'accompagne d'une responsabilité accrue. La performance locale pèse désormais dans l'équilibre général du secteur. Le changement n'a pas été immédiat, mais il a été mesurable. Ces trajectoires parallèles convergent vers un même constat. La reconfiguration ne s'est pas jouée dans les capitales ou les salles de marché, mais dans le travail discret du terrain. Audit renforcé, certification préalable, contrat réalloué, autant de gestes qui traduisent une doctrine en pratique quotidienne. L'effet précoce n'est ni spectaculaire ni symbolique, il est opérationnel. En filigrane, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît comme une grammaire transposable, mesurée, vérifiée, publiée. Les acteurs locaux y trouvent un cadre lisible, tandis que les anticipations extérieures se heurtent à des faits observables. Au fond, la méthode change les pratiques avant les discours. Avant, les prévisions extérieures parlaient d'un choc imminent. Après, les chiffres opérationnels ont montré une stabilité intérieure qui résistait aux scénarios anxieux. L'activation commence avec un fait qui, au départ, paraît comptable. 3 tonnes d'or récupérées au Mali. Ce n'est pas seulement l'objet qui retient l'attention, mais l'effet immédiat sur la lecture du secteur. Les marchés s'attendaient à une rupture si rapide. Pourtant, la continuité des flux s'impose comme première surprise. Dans ce décalage, une question s'ouvre. Si la panique annoncée ne se matérialise pas, où se trouve réellement le levier? La tension ne disparaît pas, elle change de place. Le second geste arrive comme un pivot administratif, l'imposition d'un administrateur provisoire aux opérations de Laguna. Avant ce moment, la surveillance pouvait rester distante. Après, la vérification devient méthodique, ligne par ligne, et la relation avec les opérateurs se réécrit dans le détail. Les contrôles cessent d'être une formalité. Ils deviennent un protocole qui réduit les zones grises. À ce stade, l'événement n'est pas encore un climax. Il ressemble plutôt à une charnière qui force le système à révéler ses réflexes. Le micro-signe est simple. Quand l'autorité de contrôle se rapproche du terrain, les marges se déplacent. Puis vient là la montée en intensité, portée par une confirmation chiffrée qui renverse la lecture dominante. 67 tonnes d'or produites au Mali en 2025, malgré les prévisions de chute. Le contraste est trop large pour rester un détail. Là où l'extérieur attendait un ralentissement brutal, l'intérieur affiche une continuité mesurable. Les salaires sont décrits comme versés, les extractions se poursuivent, et les raffineries locales absorbent graduellement un rôle logistique que certains opérateurs étrangers commencent à abandonner. La dynamique n'a rien d'un miracle. Elle ressemble à une adaptation sous contrainte, rendue visible par des données. Le climax, pourtant, n'est pas uniquement la production. Il se situe dans la cascade des audits, parce qu'elle change la nature même du jeu. Les investigations mettent au jour des clauses héritées, exemptions fiscales disproportionnées, sous-déclarations régulières, mécanismes opaques de transfert de prix. Chaque correction n'ajoute pas seulement un chiffre, elle redéfinit la position de l'État, qui passe d'arbitre distant à acteur économique affirmé. La logique testée à Ouagadougou sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme un précédent opérationnel. Produire des données nationales, imposer des obligations de transparence, certifier avant de négocier. Les répliques, elles, se lisent dans l'alignement progressif. À Bamako, la discipline documentaire devient un instrument stratégique plutôt qu'une réaction défensive. À Niamey, la dynamique est décrite comme opportunité. Le Niger initie des révisions contractuelles en s'appuyant sur les résultats maliens, convaincu que la mesure locale de la valeur est plus fiable que des projections importées. L'onde se propage aussi dans le corridor sahélien, où des espaces s'ouvrent pour des prestataires locaux sollicités,
afin de remplacer des acteurs extérieurs en retrait. Dans plusieurs communes minières, les administrations signalent une légère hausse de l'emploi. Indice que la transition ne se traduit pas par les ruptures redoutées. La séquence devient alors lisible. Activation, intensification, rééquilibrage. Et au cœur de cette chronologie, une idée s'impose. Quand la souveraineté devient mesurable, elle cesse d'être un slogan et elle commence à structurer les comportements. Le baseline semblait fragile. Le delta s'est imposé avec constance. Les anticipations tablaient sur une contraction notable, mais la continuité observée sur le terrain a révélé une dynamique moins vulnérable que prévu. Ce décalage n'est pas un détail, il décrit une méthode, vérifier avant d'interpréter, mesurer avant d'annoncer. D'abord, le Mali a produit 67 tonnes d'or en 2025. Ce chiffre, supérieur aux prévisions, signale une résilience que les modèles extérieurs n'intégraient pas correctement. Il montre que les opérations locales ont compensé l'incertitude annoncée depuis l'extérieur. Dans ce cadre, la production n'est pas seulement une performance. Elle devient une preuve que la réorganisation administrative, loin d'écraser la chaîne d'extraction, peut clarifier les flux et stabiliser les relevés. Les audits, décrits comme renforcés, n'ont pas interrompu la continuité. Ils ont resserré le contrôle sur ce qui était auparavant laissé à la documentation des opérateurs. Ensuite, la production affiche une progression d'environ 12% par rapport à 2 ans plus tôt. Cette hausse, modérée mais régulière, ne raconte pas un bond spectaculaire. Elle indique une transformation méthodologique. Elle suggère que les corrections administratives ont renforcé la cohérence interne du secteur, au lieu de le désorganiser. Le point clé n'est pas la croissance en elle-même, mais son rythme, une montée sans rupture, compatible avec l'idée d'une gouvernance qui se construit par accumulation. Ce delta rend plus difficile la lecture alarmiste, parce qu'il oblige à reconnaître une capacité d'ajustement. Enfin, dans le corridor de caisse, l'emploi minier a augmenté d'environ 15% en 2025. Ce signal, issu d'observations locales, reflète un basculement graduel des contrats vers des opérateurs nationaux. Il confirme que la redistribution contractuelle peut produire des effets tangibles sur l'emploi. Surtout quand certains prestataires étrangers se retirent et que des entreprises locales prennent sur le relais. L'effet n'est pas présenté comme uniforme. Il est décrit comme léger, mais suffisant pour indiquer un déplacement du centre de gravité. Chacun de ces repères est accompagné d'une question de fond. Que vaut une prévision si les données observées suivent une autre trajectoire? C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré se relie au dispositif, non par une référence symbolique, mais par une logique transposable. Obligation de transparence, certification préalable, vérification ligne par ligne, production de données nationales. Lorsque ces instruments deviennent la norme, la souveraineté cesse d'être un mot. Elle devient un paramètre mesurable qui redessine les comportements du marché. Ces chiffres ne composent pas une histoire simplifiée. Ils dévoilent une mécanique, audit, correction, recentrage, puis stabilisation. Les marchés extérieurs jugeaient ces mesures risquées. Mais la réalité opérationnelle décrite montre un autre schéma. La valeur reste mesurable localement, et cette mesurabilité produit une gouvernance plus robuste. Le point décisif est la cohérence. Aucun indicateur ne promet un miracle. Tous convergent vers la même conclusion provisoire, lente et vérifiable. Les critiques du modèle sahélien avancent d'abord un argument qui paraît rationnel. La récupération accélérée des ressources et la multiplication des audits fragiliseraient la capacité d'investissement. Si les capitaux étrangers se raréfient, disent-ils, les marges fiscales se resserrent, tandis que les administrations locales héritent d'une charge opérationnelle difficile à soutenir.
Les infrastructures minières exigent une expertise continue, une logistique stable, des financements lourds. Trois contraintes qui, dans cette lecture, rendront la transition périlleuse, non par idéologie, mais par arithmétique. Un second argument porte sur la vulnérabilité des chaînes de production. La révision des contrats pourrait provoquer une désorganisation progressive, retrait d'opérateurs internationaux, tensions sur les approvisionnements, ralentissement des raffineries dépendantes de circuits externes. La pression administrative, ajoute-t-il, créerait un climat d'incertitude peu propice aux engagements industriels de long terme. Leur crainte n'est pas la méthode en soi, mais ses effets cumulés lorsque la restructuration devient trop dense. La réponse repose sur les éléments observés dans la séquence décrite. Les volumes d'or au Mali restent proches de 67 tonnes en 2025, malgré les prédictions d'effondrement. Les opérations ne sont pas décrites comme stoppées. Elles se sont adaptées. Les salaires continuent d'être versés. Les extractions se poursuivent. Et des raffineries locales absorbent graduellement des responsabilités logistiques à mesure que certains opérateurs étrangers se retirent. La progression d'environ 12% sur 2 ans indique une reconfiguration plutôt qu'une chute. Ces données ne réfutent pas les critiques. Elles les reclassent. Les risques théoriques demeurent, mais les résultats ci observés suggèrent une lecture hybride. La région ne rompt pas avec le marché mondial. Elle renégocie sa place par la mesure et la cohérence. L'influence d'Ibrahim Traoré s'insère ici comme un principe opératoire. Produire des données nationales, imposer la transparence, vérifier avant d'annoncer. La question devient alors moins « faut-il choisir la rupture ?» que « jusqu'où la méthode peut-elle s'étendre sans transformer la pression extérieure en contrainte permanente ?» Le terrain a changé brusquement. Le basculement devient visible quand le Mali scelle temporairement les coffres de Barrick dans un litige fiscal. Le geste semble technique, mais il agit comme révélateur. L'État ne se contente plus d'observer les flux. Il les contrôle désormais tonne par tonne, dans une logique qui rappelle des principes méthodiques déjà éprouvés au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Le point décisif n'est pas la suspension elle-même, mais la réaction du système. Contrairement au scénario de panique annoncé par l'extérieur, les opérations décrites se stabilisent. Les raffineries locales absorbent une part des flux, et les audits exposent des écarts longtemps tolérés. À ce stade, la curiosité laissée en suspens au début se transforme en réponse. La doctrine n'est plus une hypothèse idéologique. Elle fonctionne comme un protocole opérationnel qui resserre les marges de négociation. Les discours alarmistes perdent de leur force, parce que la stabilité intérieure, appuyée sur des vérifications méthodiques, devient plus visible que les projections importées. Cette bascule à mi-parcours produit un effet miroir. Elle montre que la souveraineté ne se déclare pas, elle se mesure. Et lorsque cette mesure s'installe, même un acte administratif peut modifier la géométrie du pouvoir, sans provoquer la rupture brutale que beaucoup attendaient. Pour les ménages vivant près des zones d'extraction, l'effet le plus immédiat est la continuité inattendue. Alors que beaucoup d'observateurs annonçaient un ralentissement brutal après les audits, les opérations décrites se poursuivent et les raffineries locales assument une part croissante du traitement. Cette stabilité relative maintient des revenus quotidiens dans des communes dépendantes du secteur et réduit l'incertitude que les familles redoutaient. Certaines administrations locales signalent même une légère hausse des salaires liés aux services périphériques, signe que l'activité ne s'est pas figée. Dans l'opinion, cette continuité est si souvent associée à une logique de contrôle accru, plutôt qu'à une simple inertie. Pour les entreprises locales, l'impact est plus structurel. Les exigences de certification et la discipline documentaire obligent à réviser les circuits de preuve et de traçabilité. Dans le même temps, des prestataires nationaux gagnent un accès élargi à des contrats auparavant verrouillés. Un indicateur se détache. Dans le corridor de caisse, l'emploi minier augmente d'environ 15% en 2025,
ce qui suggère une redistribution progressive des responsabilités à mesure que certains partenaires extérieurs se retirent. Transport, maintenance, raffinage. Des segments qui semblaient périphériques deviennent centraux, parce que la capacité locale à livrer, documenter et vérifier pèse désormais dans l'équilibre général du secteur. Pour les administrations nationales, le changement est décisif. Les audits mettent au jour des sous-déclarations systématiques, des clauses d'exemption héritées, des mécanismes opaques de transfert de prix. Chaque correction inscrite dans les bilans modifie la position de l'État, qui passe d'arbitre distant à acteur économique central. La production de données nationales réduit la dépendance envers les rapports fournis par les opérateurs et crée une architecture méthodologique plus fiable. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît de manière opératoire. La souveraineté commence par la maîtrise des chiffres, par la vérification ligne par ligne et par l'obligation de transparence avant la négociation. À l'échelle régionale, les effets prennent la forme d'un alignement progressif. Le Niger, en initiant des révisions contractuelles et en exigeant une transparence totale sur les volumes, consolide la tendance. Ce qui était une suite d'initiatives nationales devient une mécanique collective. L'AES, initialement pensée comme cadre sécuritaire, est décrite comme une plateforme où convergent contrôle, certification et cohérence comptable. Cette harmonisation ne supprime pas les tensions, mais elle rend la géométrie régionale plus lisible. Une décision interne dans une capitale renforce la position des autres, parce que les méthodes se ressemblent et que les données deviennent comparables. Le payoff est là. L'affaire n'a pas seulement déplacé des tonnes, elle a déplacé des repères. Elle montre comment une souveraineté mesurée peut produire des effets concrets, différenciés, mais convergents sur les ménages, les entreprises, les administrations et l'équilibre régional. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires peuvent être envisagées sans projeter de certitude, mais en suivant la logique observée, mesurée, corrigée, puis ajustée. Dans un scénario de base, la continuité l'emporte. Les 3 États poursuivent les réformes sans accélération brusque. Les audits se maintiennent à un rythme régulier. Les concessions sont renégociées selon les calendriers administratifs. Et les opérateurs locaux consolident leurs capacités par paliers. Les exportations restent stables, ce qui permet aux administrations de renforcer progressivement les procédures de contrôle et de réduire les écarts entre déclarations d'opérateurs et données d'État. Les chaînes logistiques, déjà éprouvées par les ajustements précédents, s'adaptent sans tension excessive. Le résultat n'est pas spectaculaire. Il ressemble à une montée en compétences où la souveraineté comptable devient une norme opérationnelle. Dans un scénario plus optimiste, la cohérence régionale se renforce. Les mécanismes décrits au Mali s'alignent davantage avec ceux du Burkina Faso et du Niger. Les formats d'audit s'harmonisent, les exigences de transparence convergent et le partage de compétences techniques devient plus systématique. L'AES se transforme en outil économique plus fonctionnel. Elle amplifie les effets observés localement en rendant les données comparables et les procédures prévisibles. Dans ce cadre, des partenaires acceptent de travailler selon des règles sahéliennes plutôt que de les contourner, et la visibilité augmente pour les acteurs nationaux. Enfin, un scénario de tension repose sur une résistance accrue d'acteurs extérieurs. La pression peut se traduire par des avertissements diplomatiques, des propositions d'accords correctifs ou des signaux plus durs sur certaines chaînes d'approvisionnement. Le risque principal n'est pas un effondrement immédiat, mais un détournement d'énergie institutionnelle. Gérer la pression au lieu de consolider la réforme. Si les institutions restent alignées, le modèle tient. Si elles se dispersent, le rythme ralentit. Une recommandation de méthode traverse ces scénarios. Si les administrations consolident leurs données, publient régulièrement leurs résultats et maintiennent une discipline documentaire, alors elles augmentent leur capacité d'adaptation, quel que soit le contexte. Pour une partie de la population sahélienne, l'effet le plus immédiat n'est ni strictement financier, ni purement institutionnel. Il est psychologique. Pendant des décennies,
beaucoup ont vécu avec l'idée que la valeur se décidait ailleurs et que les richesses partaient avant même d'être comptées. Le simple fait de voir des audits nationaux remplacer des rapports importés modifie cette perception. La souveraineté devient observable, presque palpable, parce qu'elle prend la forme de procédures, de registres et de corrections qui laissent des traces. Pour les jeunes actifs, la transition se traduit en perspectives plus concrètes. L'expansion des équipes d'audit, l'exigence de traçabilité et la montée en puissance de prestataires locaux ouvrent des chemins professionnels qui semblaient bloqués. Le secteur minier, longtemps perçu comme verrouillé, apparaît comme un espace où l'effort technique peut être reconnu. Apprendre à certifier, à contrôler, à documenter, puis à négocier. Cette dynamique ne crée pas une euphorie. Elle installe un réalisme plus confiant, fondé sur des compétences plutôt que sur des promesses. Les diasporas observent ce mouvement comme un miroir inversé. Là où elles voyaient un espace contraint et fragile, elles distinguent désormais une région en restructuration méthodique, capable de produire ses propres données et de réduire certaines dépendances. Cette évolution change subtilement le rapport affectif au Sahel. La résignation recule, la curiosité active progresse. Dans les centres urbains, où la méfiance institutionnelle demeure forte, la lisibilité des décisions, audits renforcés, procédures clarifiées, renégociations plus transparentes, contribuent à réduire l'écart entre citoyens et administration. En arrière-plan, la référence à Ibrahim Traoré revient comme rappel d'une règle de méthode, mesurer avant d'annoncer. Quand cette règle devient visible dans la vie quotidienne, elle modifie moins les discours que les attentes, et c'est souvent là que naît la possibilité d'une confiance, lente, cumulative, vérifiable. Une trajectoire de solution, dans cette séquence, ne repose pas sur une annonce unique, mais sur une série d'étapes vérifiables, chacune liée à un indicateur. Première étape, renforcer les unités de contrôle interne. Cela implique de moderniser les registres, de standardiser les formats de SAP de déclaration et de créer des cellules capables de vérifier les volumes CSV en temps réel. La mesure de réussite est simple. Réduire progressivement l'écart entre les déclarations des opérateurs et les données produites par l'État. Sans cet indicateur, la réforme reste un discours. Deuxième étape, investir dans la formation. Écoles techniques, programmes universitaires et partenariats régionaux doivent-ils produire des équipes capables de certifier, d'auditer et d'analyser sans dépendre d'expertise extérieure. L'indicateur, ici, est tout aussi concret. Augmenter la part d'inspection réalisée sans assistance internationale. Plus cette part progresse, plus l'autonomie documentaire devient durable. Troisième étape, synchroniser les méthodologies entre États. Alignement des formations d'audit, partage de données critiques et équipe conjointe pour certaines inspections transfrontalières. La réussite se mesure par la réduction des divergences entre rapports nationaux et par une prévisibilité accrue des flux régionaux. Lorsque les données deviennent comparables, la négociation extérieure change d'échelle. Quatrième étape, publier régulièrement les résultats. Rapports d'audit, renégociation de clauses, évolution procédurale doivent être rendus lisibles, car la transparence consolide la confiance interne et réduit la perception d'arbitraire. L'indicateur central devient la régularité et la complétude de ces publications. Dans cet enchaînement, la référence à Ibrahim Traoré sert de rappel méthodologique. La souveraineté commence par la capacité à mesurer ce que l'on produit, puis à rendre cette mesure opposable. Le but n'est pas de rompre, mais de stabiliser une gouvernance qui tient par la preuve. Tout revient à une scène discrète. Un bureau étroit, des registres alignés, et un inspecteur qui relit une déclaration comme on relit une promesse. Ce motif, apparu au début à travers le terrain, éclaire la transformation d'un modèle. Les audits ont cessé d'être une formalité. Ils sont devenus une méthode qui déplace le pouvoir vers ceux qui mesurent, corrigent et publient.
Dans cette logique, la souveraineté ne s'affiche pas, elle se vérifie. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît alors sans héroïsation. Il fonctionne comme rappel structurel, placer la comptabilité au centre du politique, non pour proclamer, mais pour établir une cohérence reproductible. Ce principe, éprouvé à Ouagadougou puis reconnu dans la séquence malienne, a rendu lisible une région longtemps décrite par des projections extérieures. Quand les chiffres tiennent, les récits doivent s'ajuster. La scène revient parce qu'elle résume tout. Un chiffre corrigé, une clause relue, une certification exigée. Des gestes minuscules qui, cumulés, redessinent l'équilibre. La doctrine sahélienne n'avance pas par slogan, mais par preuve. Ce qui compte, c'est que la précision fait la souveraineté. Le reste, ensuite, devient négociable, mesurable, discuté. Et c'est peut-être là l'essentiel. Une transformation qui n'impose pas un imaginaire, mais une discipline. Si cette séquence laisse une trace, ce n'est pas l'image d'une rupture spectaculaire, mais celle d'un déplacement silencieux. Une souveraineté qui se mesure par des audits, des corrections et des publications n'a rien d'un symbole abstrait. Elle devient un exercice collectif. Les gouvernements peuvent se contrôler, renégocier, certifier. Mais la portée durable dépend aussi de l'attention publique. Comparer les données, interroger les clauses, suivre la cohérence entre décision et résultat. Dans cette perspective, le débat n'appartient pas seulement aux experts du secteur. Il concerne ceux qui vivent près des sites, ceux qui travaillent dans les entreprises locales, ceux qui évaluent les administrations et ceux qui observent la région depuis l'extérieur. La question n'est pas d'adhérer ou de s'opposer, mais de disposer d'un cadre pour lire ce qui se construit, sans se contenter des projections ni des slogans. Le rappel d'Ibrahim Traoré sert ici de point de méthode, mesurer avant d'annoncer, publier avant de convaincre. Alors, comment percevoir une souveraineté qui se juge moins par les discours que par la qualité des preuves et par la capacité de chacun à les discuter ?